Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, épisode spécial, épisode à écouter ou réécouter. C'est l'épisode Être Soi 2019 que vous avez le plus écouté. Et je vous en remercie. Avant de vous parler un peu de cet épisode, je tenais à vous remercier pour toutes vos écoutes, de clôturer l'année 2019 sur une bonne note. Merci d'être là, merci d'avoir écouté Être Soi. Merci aussi pour vos retours, que ce soit sur Instagram notamment, Kinoko Julie, si jamais vous cherchez à me rejoindre, ou par mail, ou tous vos mots, même pendant les rencontres. J'ai eu vraiment plaisir à faire cette saison 2019 d'Être Soi et j'ai vraiment hâte de continuer en 2020. Cet épisode est donc une rediffusion. C'est l'épisode Comment concilier vie pro et perso. C'est l'épisode 81 qui a été enregistré dans un contexte particulier et qui me rappelle de très bons souvenirs, mais je pense que c'est aussi un épisode que vous avez beaucoup apprécié parce que concilier sa vie personnelle et professionnelle, c'est pas de la tarte, c'est pas facile. Qu'on soit en couple, qu'on travaille en couple, ce qui est notre cas, ou qu'on soit à son compte tout seul dans sa boîte, gérer le quotidien, c'est vraiment compliqué. Et on a décidé avec Rémi, qui est mon mari et mon partenaire de toujours dans le travail, de discuter de comment on arrive justement à concilier ces deux côtés qui sont assez importants depuis plusieurs années. Dedans, on vous explique comment on organise au quotidien la gestion de notre business, comment on gère le stress et les imprévus, et surtout dans un contexte particulier, car cet épisode a été enregistré quand j'étais enceinte de mon petit bout, Charlie, qui est arrivé bien plus tôt. Il a été enregistré à l'hôpital. Je vous laisse découvrir pourquoi dans l'épisode. Comment on arrive à gérer des chamboulements, des imprévus pour quelqu'un qui, comme moi, aime tout contrôler. Ça, c'est quelque chose qu'on parle pas mal dans cet épisode. Et aussi, évidemment, tous nos conseils pour pas se laisser dépasser. Parce que vous allez vous apercevoir que Rémi et moi, on gère les choses bien différemment. Je vous retrouve pour le 100e épisode bientôt. J'ai hâte de continuer à vous proposer autant d'épisodes et de bons conseils et de partager cette aventure de podcast avec vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui avec Rémi qui rigole dans son micro. Il n'en peut plus. C'est mon invité du jour pour cet épisode d'Être Soi. Un petit épisode un peu improvisé, mais en même temps, on fait avec ce qu'on peut, et ça va être un peu le thème d'ailleurs d'aujourd'hui. On va parler ensemble de nous, de notre façon de vivre les choses en tant que professionnel et en tant qu'être humain avec une vie perso. Parce que le thème de cet épisode, c'est comment concilier sa vie pro et perso, et le thème est tout trouvé par rapport à la situation. Parce que pour vous dépeindre un petit peu l'environnement, je suis actuellement allongée dans ma chambre de maternité à l'hôpital, parce que je suis donc hospitalisée depuis déjà 2 semaines et que y avait des choses que j'avais envie de faire et que je ne peux plus faire, d'autres encore que je peux faire, et du coup avec Rémi on s'était dit que ça pourrait être une bonne idée de faire cet épisode-là pour balayer un peu tous ces sujets. Avant que Rémi s'endorme, je vais commencer par une question parce que je vous ai déjà posé plusieurs questions sur Instagram pour avoir vos retours par rapport à la situation, pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait en termes de réponses ou de sujets par rapport à la grossesse, par rapport au fait comment on le gère au quotidien. Et du coup, je voudrais commencer par une question. Rémi ne connaît pas toutes les questions. Enfin, je crois que tu les connais pas toutes. Est-ce que ça va déjà? Oui. Dis, t'as l'air fatigué. Ah bon? Ouais. T'as l'air claqué. J'ai l'impression que t'as l'air claqué. Du coup, première question. Et du coup, Rémi, je te laisse répondre en premier parce que il y a des questions où je pense qu'on en a même presque pas trop parlé ensemble, donc ça va être intéressant. C'est un peu improvisé, mais ça va être intéressant. On va pouvoir débattre autour de ça. Donc, la première question qu'on nous a posée sur Instagram, c'est comment allez-vous vous organiser au niveau du travail avec l'arrivée du petit bout? Je sais pas. Ça commence bien. On va improviser, comme d'habitude. Notre vie n'est qu'une improvisation géante. Vraiment? Non, mais globalement, oui, c'est ça. Comment t'envisages... Alors moi, je me Globalement, je veux dire, avec un enfant ou sans un enfant, de toute façon, la vie, c'est plein d'imprévus. Donc, c'est
quand t'as un enfant, c'est encore plus d'imprévus. Donc comment s'organiser exactement? Enfin, on est deux personnes très différentes en ce qui concerne l'organisation. Toi, t'es quelqu'un de très carré, alors que moi, je suis quelqu'un qui prend les choses au fil de l'eau. Donc on est mal. Non, mais en fait, quand on me parle d'organisation, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sert un peu à rien, dans le sens où il faut vraiment être capable de proposer une organisation qui est assez souple pour que tu ne te sentes pas débordé, ou que tu tombes pas dans la panique dès que tu dois sortir du cadre que tu as préparé dans ton organisation, parce que le moindre imprévu peut te faire sortir de ce cadre-là. Et donc si tu as fait une organisation très stricte et très carrée, tu peux avoir tendance à paniquer dès que tu dois t'adapter à quelque chose d'autre. Donc moi, je me sens pas du tout visée. Non, je te parle pas de toi précisément, je parle des gens qui déploient tout un système organisationnel de malade, et du coup bah forcément quand tu as pris beaucoup de temps à poser une organisation avec des bases solides et un truc vraiment carré et tout, bah je comprends bien que ça te fait chier que il y a un imprévu qui arrive et que tu te dis ah bah merde, finalement tout ce que j'avais prévu, bah je peux pas le faire comme ça. Moi, c'est ce qui est un peu en train d'arriver maintenant. Hein. Pour Voilà. moi, c'est ça. Hein. Donc oui, une organisation, forcément il en faut toujours un peu, parce que sinon c'est un peu l'expression qu'on dit de ces gens qui brassent du vent, parce que ils bougent dans tous les sens, ils essaient de faire des choses, mais comme il n'y a pas d'organisation, comme c'est pas dirigé, en fait ils perdent beaucoup d'énergie, parce que tu sais que t'as plein de choses à faire, mais tu ne fais pas forcément d'ordre de priorité, donc tu fais un peu de tout en même temps, et Tu te sens débordé. Ouais, tu peux te sentir débordé. Après, je pense que est-ce que vraiment on peut dire qu'une solution est meilleure entre être super organisé et être super flex? Je sais pas vraiment le mot, mais bon, on aura compris ce que je veux dire. J'ai pas l'impression. J'espère, parce que Rémi s'est compris, lui, au moins. Non, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une meilleure solution entre les deux. L'avantage que je verrais, c'est que quand t'es organisé, bah, tu dépenses moins d'énergie sur le long terme. Comme je te disais, il y a moins ce côté, tu brasses du vent dans tous les sens. Par contre, c'est vrai que, comme ce que je disais, c'est que dès que tu vas avoir certains imprévus, t'as le risque de te sentir mal, parce que tu dois sortir de ton organisation. Ah, et au final, j'ai l'impression peut-être que si on devait faire une métaphore, enfin, je sais même pas si c'est vraiment une métaphore, mais enfin bref. Une personne super organisée, elle construit une sorte de zone de confort dans son rythme de travail, tu vois. Ouais. Alors qu'une personne qui n'est pas organisée, c'est une personne qui est tout le temps hors de sa zone de confort, parce qu'elle doit prendre les choses au fil de l'eau, et... C'est deux extrêmes, quoi. Oui, c'est deux extrêmes. Donc, je pense que l'un et l'autre ont des avantages et des inconvénients, et il faut trouver un équilibre entre les deux, avoir une base d'organisation, je pense en fait c'est ça, c'est avoir des grands axes. Par exemple, on va garder cette idée de to-do list quand t'as des tâches à faire. Avoir des bonnes bases d'organisation, c'est se dire je sais que j'ai tant de tâches à faire dans ma semaine, et ben aujourd'hui je veux au moins en réussir 3, j'en sais rien, mais peut-être pas précisément dire lesquelles. Et après, tout dépend bien sûr des priorités, mais voilà, se dire que j'ai ces 3 tâches à faire dans la journée, et là pour moi c'est déjà une base d'organisation, mais qui n'est pas non plus trop carrée. Du coup, tu sais qu'à la fin de la journée, tu dois avoir réussi 3 tâches, mais si jamais au cours de ta journée il y a eu des imprévus qui ont fait que tu avais d'autres tâches à faire au milieu, bah tu peux les intercaler entre ces 3 tâches. Enfin bon, c'est un exemple un peu pragmatique que je trouvais comme ça, qui n'est pas, qui est peut-être un peu trop précis par rapport à la question. À la question. Après, du coup, par rapport à un enfant. Ouais, parce que j'ai plongé dedans, mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, je t'entends. On a un peu divergé. Non, c'est même pas ça, c'est que je me dis qu'en fait, si quelqu'un écoute cet épisode et connaît pas le contexte, il va rien comprendre. Donc, c'est juste pour remettre du contexte, parce que j'ai dit que j'étais dans la chambre d'hôpital, etc.
Rémi, donc je le rappelle comme ça au moins, ça fait un rappel en même temps. Rémi, du coup, c'est mon mari. C'est aussi quelqu'un avec qui je travaille dans notre entreprise. On est tous les deux à travailler dans notre entreprise. On a fait un épisode ensemble sur travailler en couple que je mettrai dans les informations dans les notes de cet épisode et sur juliekinoko.fr si vous souhaitez l'avoir. Et donc je suis arrivée à mon huitième mois de grossesse. Et si je parle de lit d'hôpital, c'est parce que, contre toute attente, je suis dans l'obligation d'être hospitalisée pour diverses raisons, sous surveillance jusqu'à la fin présumée de ma grossesse, fin qui arrive normalement, je dis ça comme si ça allait changer, qui va arriver un mois plus tôt que la date prévue, et qui peut arriver d'ailleurs à tout moment, c'est-à-dire que je peux accoucher demain comme dans 2 semaines et demie, comme dans 1 semaine. Et dans ce contexte-là, le thème a été tout trouvé et justement avec Rémi, on traverse différentes phases et comme il le disait, on a 2 caractères différents, 2 façons de voir les choses et c'est vrai que côté organisation et conciliation de la vie pro et perso, on a 2 façons de façons de réagir, on a diverses façons d'interagir et on va en avoir encore plus, je pense, avec notamment l'arrivée d'un enfant. Et du coup, oui, pour revenir sur la question, comment s'organiser par rapport au travail avec l'arrivée d'un bébé qui est notre premier enfant. Vas-y, je te laisse continuer, mais pour le coup, moi, déjà... Et du coup, j'ai dit diverger, mais ce que je voulais dire, c'était digresser. Digresser, parce que ça... Diverger, c'est pas vraiment ça fait penser au film, moi. Divergente. Ah, ok. Bon, c'était la petite parenthèse nulle qui sert à rien. Vas-y. Oui, donc dans le contexte vraiment d'un enfant, on n'en a pas encore vraiment discuté. On a une idée un peu floue. Vas-y, donne l'idée un peu floue. L'idée un peu floue, l'idée un peu floue, c'est que on va se partager les tâches le plus possible. Et quand l'un devra s'occuper du bébé ou dormir, ben l'autre travaillera. Et puis inversement, quoi. En gros, ça va être ça. Ça va être une partage des tâches en ce qui concerne l'enfant, un partage des tâches en ce qui concerne le travail, et un partage des tâches en ce qui concerne tout ce qui est travail domestique, quoi. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'on va réécouter ce podcast dans 6 mois, on sera là. Mais qu'est-ce qu'on pensait, franchement? Ben non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on était vraiment réaliste ou pas? Ben, en même temps, là, j'ai rien dit de fou. Tout ce que je dis, c'est qu'on va devoir se partager les tâches, quoi. Moi, il y a un truc qui me paraît globalement pas forcément fou, mais dans l'organisation du travail quand on a un bébé, parce que bon, on va voir c'est un nourrisson, tu vois, pendant les 6 premiers mois. Après, quand il grandit, je pense que ce sera un peu différent, la gestion du travail avec un bébé. Mais nous, ce qu'on sait, en tout cas, sur le point où, du coup, on est vraiment d'accord, où c'est ferme et définitif pour l'instant, enfin, je dis ça, mais ça se trouve dans 6 mois ça va changer, mais je pense pas. Je sais pas pourquoi je me dis je pense pas. C'est que on n'a pas envie de la mettre dans un mode de garde type crèche, etc. Chose que beaucoup de personnes font et c'est normal. Ben, ça va dépendre. Ça va dépendre de plein de facteurs. C'est comme ce que je disais au tout début. Déjà la vie de base c'est plein d'imprévus, mais quand t'as un enfant, ben, ça l'est encore plus. Ouais. Donc oui, aujourd'hui. C'est un souhait qu'on a. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'en ait pas besoin. Mais comme la majorité des parents, parfois t'as pas le choix. Parfois, t'as le choix. J'espère qu'on aura le choix. Mais admettons qu'on arrive à un moment où on se retrouve obligé d'augmenter notre cadence de travail de façon importante. Peut-être qu'on n'aura plus le temps nécessaire et disponible pour pouvoir garder notre enfant chez nous toute la journée. Et peut-être on sera obligé de trouver un mode de garde. Mais bon, ça reste... de l'hypothèse totale, on peut pas savoir à l'avance. Mais clairement, oui, on souhaite ne pas en avoir besoin. Et pourquoi aussi? Parce que ça, c'est quelque chose ça, c'est des choses, je trouve, qui sont, certes, il y a toujours, comme je suis d'accord avec toi, il y a les imprévus, enfin, moi, je la prends à la dure. Parce que j'ai vraiment ce caractère à beaucoup anticiper, à essayer de prévoir au maximum. Et là, tous mes plans sont foirés, hein. Je vais être honnête, je pense que c'est un exercice que je n'ai jamais vécu, qui met à rude épreuve ma façon de voir, autant du côté professionnel que personnel. Parce que là, de toute façon, je suis en congé mat, donc ça veut dire que Rémi prend le relais sur plein de choses. Il va y avoir beaucoup de choses
sur les épaules. Donc du coup, il y a ça aussi, savoir déléguer au maximum, vraiment beaucoup de choses. Et il y a aussi ce côté où on a des valeurs, des idéaux qu'on a envie de porter, même si elle est toujours pas avec nous, parce que c'est une petite fille, mais elle est toujours pas là. Mais si on a aussi envie de concilier, les choses sur lesquelles on arrive à s'organiser par rapport à la vie professionnelle, c'est aussi parce que toi, t'as une envie de parentalité assez forte et d'avoir on va dire, de peser un peu dans sa vie dans le game, plus que le schéma un peu classique. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, après là tu parlais du congé maternité mais je pense que la question c'était peut-être plus pour l'après. C'est ça. Parce que dans le congé maternité, là, comme le terme l'entend, congé. Certes, ça va te devoir te donner plus de liberté. La tâche importante de savoir déléguer. Ce qui n'est pas rien. Ouais. Mais en soi, le terme congé, c'est qu'effectivement, tu puisses te consacrer à 100% à ton enfant et à toi. Ouais. Donc dur. Donc voilà, je pense que la question qui est comment vous allez vous organiser au niveau du travail avec l'enfant, ça viendra après le congé mat, tu vois. Donc la réponse, on se projette encore plus. Ouais, c'est loin. Parce que ça sera d'ici quelques mois quand même. Ça me paraît tellement loin, moi. Et pour la rentrée, franchement, c'est très difficile d'avoir une vision concrète de comment ça se passait. Je pense que vraiment, pour le coup, ça va être vraiment du test and learn, quoi. On va essayer des choses, on va voir comment ça se passe et ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Personnellement, si je dois dire quelque chose, comment j'imaginerais la chose là tout de suite, je pense que, en tout cas, sur les premières années de vie de l'enfant, je pense que on pourra certainement plus avoir des moments, plusieurs heures, continu, de plusieurs heures où vraiment on travaillera tous les deux ensemble en même temps. Je pense que ça va être vraiment un truc d'alternance à partir du moment où elle sera là, où un coup ce sera Julie qui travaillera sur une de ses tâches et moi je m'occuperai de notre enfant et inversement après on échangera. Et puis les moments où elle dormira, faudra nous aussi qu'on se fasse des siestes, surtout au début, le temps qu'elle fasse ses nuits. Une journée fait 24 heures, comment je vais faire? Mais on va y arriver, surtout. On est deux pour gérer le business, tu vois, donc c'est surtout ça. Oui. C'est un avantage comme un inconvénient parce que du coup... Moi, j'espère qu'on s'enfermera pas dans une bulle travail, alternance bébé, dormir, même si j'ai pas de... Non, parce que, comme je t'ai dit, certes, il y aura plus de moments continus où tous les deux ensemble, on travaillera vraiment ensemble. Ouais. Mais ça veut pas dire que une journée tu vas me dire oui, je voudrais travailler au coworking l'après-midi. C'est vrai. Peut-être que tu vas te prendre 3-4 heures à bosser au coworking et pendant ces 3-4 heures, moi je resterai avec notre fille et puis chose justement je travaillerai plus le matin, tu vois, par exemple. Ouais. Et puis voilà, on compense, mais je pense que ça va être vraiment un jeu de transvaser. Il va falloir tester, hein. Le temps alloué pour chaque chose, et voilà. De toute façon, il y a trop de paramètres. Ça va être un jeu de vase, tu vois, de communicant. Il y a trop de paramètres inconnus parce qu'en fait, il y a l'envie d'organiser. Parce que moi, honnêtement, maintenant, vu ce qui se passe, j'ai des envies de comment ça va se passer, de comment j'aimerais que ça se passe plutôt. Mais j'évite de trop me projeter. Déjà, je le disais dans d'autres épisodes par rapport à l'entreprise. C'est très difficile pour moi de me projeter à plus de 3-4 mois parce qu'il y a tellement de choses qui changent que déjà c'est pour éviter de se sentir désemparé quand il y a quelque chose qui te tombe dessus. Mais là, il y a le facteur d'être entrepreneur, mais en plus il y a un petit être humain qui vient et lui, j'allais dire c'est comme un Gremlins. Non, c'est pas ça l'idée, mais c'est un peu lui qui vient régir en même temps ta vie personnelle, professionnelle, sur plein d'aspects et de couple aussi. Et j'ai peur qu'en me projetant trop sur des choses définies, je sois déçue et que ça me mette dans un endroit dans ma tête qui me plaise pas. Et en plus de ça, j'ai envie d'allaiter. Et comment ça va se passer dans 4 mois, j'en sais rien, tu vois. Donc, on peut organiser des choses. En fait, maintenant, j'ai bien compris, même par rapport à cette situation, qu'on peut organiser ce qui est 100%
contrôlable. Et comme il n'y a pas grand-chose qui est 100% contrôlable... Là, c'est difficile. Alors, ce qui est 100% contrôlable pour moi, c'est... on va dire le concret, c'est-à-dire tout ce qui va être les chiffres, tout ce qui va être les clients, tu vois, me donner des objectifs, des rythmes. Par exemple, le fait de vouloir aussi transvaser notre activité sur quelque chose avec plus de revenus passifs, avec des formations, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que je contrôlerai plus. Mais ce contrôle peut être complètement foutu par terre par les choses incontrôlables. Et là, je l'ai bien vu avec ma grossesse. Donc, moi, en tout cas, mon retour, c'est s'organiser dans une certaine mesure, mais ne pas trop se projeter, parce qu'on risque vraiment une grosse déception et d'être complètement désemparé. Un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. C'était mon laïus. C'est ça. Je rejoins ton laïus. Waouh, je rejoins ton laïus. Ce qui, pour une personne qui est tout le temps à vouloir tout organiser, contrôler et tout, je sens que ça opère des changements en moi. C'est perturbant. Autre question. On dit que travailler en couple, ça crée parfois des tensions. C'est pas une question, du coup. Non, mais ça, c'est un truc ouvert, genre. Est-ce que vous confirmez que vous fritez de temps en temps? Mais en fait, pour moi, c'est pas travailler en couple qui donne des frictions, c'est la vie de couple qui donne des frictions. En fait, n'importe quelle relation humaine peut entraîner des frictions, parce que du moment que tu mets dans la même pièce deux êtres humains qui ont pas forcément les mêmes caractères, toutes les mêmes valeurs, etc. Enfin, à un moment donné, même si on a des points communs et des avis qui se recoupent, on a forcément des différences. Ouais. Il y en a, certaines relations ont plus ou moins de différences. Nous, on en a quand même quelques-unes importantes au niveau du caractère, comme on l'a dit juste avant, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation. Il y a plein au niveau de notre tempérament et de notre caractère, il y a plein de trucs qui sont assez différents. Mais là où on se rejoint, c'est plus au niveau des valeurs, des centres d'intérêt, des projets de vie aussi. Je pense que le projet de vie qu'on a à deux et individuellement, il se renforce et on se piétine pas l'un l'autre. Et je pense que ce qui peut aussi créer des tensions, avec le recul, je pense que c'est aussi ce lien on dit lien de subordination, le fait qu'il y en ait un qui est donneur d'ordre et l'autre qui reçoit. Et dans ce cadre-là, c'est plutôt moi qui dirige et toi qui agit. Mais il y a aussi des projets où on est tous les deux sur un pied d'égalité. Mais ça, je pense que ça peut être aussi mal vécu des fois au sein d'un couple. Oui, mais enfin, ça c'est une question de choix. Si la personne qui devient exécutante a décidé de rejoindre ce projet entrepreneurial ou autre et qui se retrouve du coup avec ce lien de subordination. Tu l'as décidé, tu l'as choisi, donc tu sais ce que ça implique. Tu sais que ça implique de recevoir des ordres et de devoir les exécuter. Ouais, faut savoir bien séparer les deux. C'est pas de la faute de l'un ou de l'autre, mais si tu l'as choisi, quoi. Et après, évidemment, il y a toute une façon de donner des ordres. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler de donner des ordres aussi? Parce que parfois, ça peut être plus des conciliations et Oui, je parle d'ordre. Des prises de décision, quoi. Je parle d'ordre, mais en fait, ça dépend aussi de la façon dont... de la façon de gérer une entreprise, de manager une équipe ou un duo. Enfin, ça, c'est pas aussi simple que simplement il y a une personne qui donne des ordres et une personne qui les reçoit. C'est ça. Mais... C'est pas robotisé. Non. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais donc je pense pas que ce soit forcément là la source des tensions, parce que ça dépend vraiment de la façon comment tu gères tout ça. Après, ce que je voulais dire vraiment à la base, c'est que en fait, à partir du moment où t'as deux êtres humains qui sont là et qui ont certaines différences, des frictions peuvent apparaître n'importe quand, que ce soit au milieu du travail, que ce soit juste en se baladant. Enfin, du moment que tu discutes, en fait, tu peux avoir des sources de friction, et je pense pas qu'il faille en avoir peur ou les craindre. C'est pas un mal s'il y a des tensions parfois. Ça nous est déjà arrivé. Enfin, là, ça fait 3 ans que j'ai ouvert l'entreprise. Ça fait 2 ans et quelques, je pense au moins, que tu travailles. Et je pense qu'on en a eu, mais en fait, c'est souvent. C'est l'organisation souvent. Non, je pense pas que ce soit ça. C'est plus quand on n'est pas d'accord et que on reste chacun sur nos positions. Oui, c'est possible. Tu vois. Et là, ça fait des sources de tension parce que
Parce que, enfin si, parfois on se comprend, mais en fait, comme on n'est pas d'accord, Ça passe pas. on reste chacun sur nos positions et comme on est têtu, voilà. Et du coup, le ton peut monter et c'est des tensions. Mais en fait, c'est pas grave. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de relations, que ce soit amicales ou de couple, où il y a vraiment jamais de tension. Mais Et, ça dépend des enjeux et que tu mets dans la conversation. est-ce que c'est vraiment à éviter? Est-ce que C'est c'est inévitable. mauvais? Pour moi, c'est Est-ce que c'est inévitable. malsain? Pour moi, c'est inévitable. Oui, Il y mais aura des tu vois, tensions. les gens qui te ramènent cette remarque ou qui te posent ces questions, t'as toujours l'impression qu'il faudrait les éviter, ces tensions, comme si ça faisait peur. Pas forcément. Je pense que c'est surtout que il y a quand même déjà le facteur d'être en couple. Tu vois, ça amène des frictions, sans parler de Mhm. travailler ensemble. Donc déjà ça, tu vois, c'est quelque chose, je pense, en société qui est pas forcément super exposé. Enfin, tu vois, le fait de dire que tu vas voir un thérapeute quand ça va pas et tout, c'est pas forcément très admis. Mais alors, en plus, si tu rajoutes la couche, on est en couple et on a une entreprise ensemble, donc ça veut dire qu'on se voit beaucoup, on travaille ensemble. Ça fait un peu deuxième couche possible où Mhm. tu te mets en danger, tu vois. Et mais nous, j'ai l'impression que ça a jamais trop posé de problème. Non. Franchement, c'est pas un Je truc qui pense que, en m'inquiétait. fait, c'est pas vraiment la question des tensions. Enfin, est-ce qu'il y a des tensions? C'est pas ça la question qui pourrait être problématique dans ce contexte de travailler en couple. C'est pour ton travail ou pour ton couple, parce que ça peut avoir des effets Oui, sur néfastes les sur les deux. deux. Mais euh, là où ça deviendrait problématique pour moi, c'est quand s'installe une régularité sur les tensions. Genre tous les jours t'as des tensions. Là, enfin, Des il y a un reproches. problème. Là, il y a un Ouais. problème. Ouais. Et si et la façon de gérer ces tensions en fait, parce que si tu arrives à un moment donné lâcher prise. Enfin là, je reviens sur cet exemple où on n'est pas d'accord et que chacun reste posé sur ses positions. Au bout d'un moment, il faut qu'il y en ait un ou les deux dans l'idéal qui lâchent un peu prise et qu'on arrive à régler la question de cette tension pour passer à autre chose. Mais parce que ça sert à rien de gamberger. Et du coup, oui, avoir des tensions de temps en temps, ben Ça c'est permet pas de mettre, mauvais, c'est pas dangereux ni rien. ça permet de mettre les choses à plat. Oui, Aussi. et puis ça veut dire qu'on est chacun singulier et qu'on a chacun nos avis. Je pense que même dans le contexte d'une entreprise, ben c'est important de d'élargir son champ de vision et de Mm. pas rester toujours bloqué sur un seul angle de vue parce que parfois ça peut manquer de recul et du coup tu peux aller enfin tu peux foncer droit dans le mur sans t'en rendre compte forcément. Et dans un couple, je pense que c'est pareil. Si t'as un champ de vision hyper étroit, ça peut aussi entraîner les mêmes problématiques, mais oui, c'est pour ça que je pense que les tensions, faut pas forcément chercher à les éviter. C'est juste qu'il faut peut-être plus se questionner sur comment on reçoit ces tensions et comment on les vit et comment on les gère, quoi. Mais En tant est-ce que que... on les subit et puis ça nous énerve et puis on les garde au sein de nous-mêmes et puis ça revient Non, une non. grosse boule de colère en soi ou est-ce qu'on les reçoit et puis après on les laisse passer? Mais en tant que chef d'entreprise, en tant que personne qui est responsable aussi, tu vois, il y a aussi ce côté responsabilité. Quand on travaille avec son conjoint, son mari, son épouse, peu importe, il y a aussi ce côté où je pense on est plus, enfin moi en tout cas, je pense qu'on est plus exigeant aussi avec cette personne-là. Et il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu parce que ça peut être perçu comme une agressivité, une agression, une façon de tout contrôler. Et si déjà on a un caractère contrôlant en tant que Oui, personne voilà, individuelle, je pense que c'est plus une ça peut être question de dur. caractère qu'une question de position. Et Après, aussi, attends, et est-ce que aussi, enfin, est-ce que les personnes ayant ce trait de caractère ont plus de chances de devenir non, entrepreneur ou non, chef non, non, mais d'entreprise? je pense que ça, Mais non, non, pas Mais forcément, je mais pense pas que, si tu veux, je pense pas que tous les chefs d'entreprise aient un trait d'exigence très important dans leur caractère. je pense quand même qu'il y a une certaine exigence envers soi-même et envers les autres qui se dégage. Mais il y a aussi le truc qui est de, ça c'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs bien garder en tête quand on est indépendant
ou indépendante, entrepreneur, chef d'entreprise, peu importe, mais et qu'on commence à travailler avec des prestataires ou des collaborateurs ou son conjoint, comme dans notre cas, c'est que on n'est pas dans du verbe naître, comment dire, un bon manager, un bon leader, on le devient vraiment par l'expérience. Et des fois, ça peut être très dur à vivre. Alors, je parle pas de moi, mais je pense qu'il y a quand même eu des moments où je me suis dit, je fais de la merde. Ce que je suis en train de dire, c'est pas ce que j'aurais voulu dire, et que on se laisse trop prendre par nos émotions et nos sentiments, et des fois, ça peut être mal, ça peut mal sortir. Surtout que moi, j'ai tendance à, enfin, là, j'essaye de m'améliorer. C'est quelque chose que j'ai pris en compte, mais ça sort un peu brut en fait de mon cerveau. Ça filtre pas au niveau de ma parole. Et des fois, on peut se découvrir pas forcément aimer manager des gens, aimer gérer justement une équipe ou gérer des prestataires. Et quand on travaille avec son avec son conjoint, ça peut être un peu ça peut être un peu à la dure, je pense. Après, ça, moi, je trouve que les tensions, comme tu disais, elles sont inévitables. Au bout d'un moment, c'est pas qu'on est obligé d'être en désaccord, mais il y a forcément un truc qui va, je sais pas, bon, à ressurgir. C'est peut-être des fois des petits trucs, hein, mais c'est le truc qui fait que, ben, ça génère une discussion, puis ça part sur autre chose, et il faut que ça sorte. Il vaut mieux que ça sorte que ce soit enfoui et que finalement on garde pour soi, parce qu'après ça, quand on garde pour soi, ça vient se déverser sur la vie personnelle. Donc faut bien compartimenter, et en même temps faut pas hésiter à discuter. Puis après il y a des trucs qui sont soi-disant des des tensions ou des points de friction, ou par exemple j'ai en mémoire un truc tout récent par rapport à des outils que tu développes pour un produit qu'on est en train de finaliser. Et là je vois Rémi qui développe le truc par rapport à mon brief, etc. Et puis je fais non mais en fait je suis en train de découvrir que je fais un peu de la merde, qu'il y a des trucs que je fais pas bien et tout. Et en fait c'est pas forcément une tension, mais c'est aussi le bon côté de voilà de travailler avec quelqu'un de proche, c'est que on peut être plus soi-même, et puis l'autre saura peut-être aussi trouver les mots plus directs pour dire ah oui ben moi je fais ça, pourquoi tu faisais pas ça, et vraiment de dire les choses tout de suite. Et je trouve que ça permet de crever l'abcès et d'être beaucoup plus constructif et d'avancer beaucoup plus vite aussi. Enfin ça c'est le côté positif. Le côté positif de travailler ensemble. Donc du coup, j'ai transformé la question. C'était pas une question, de toute façon. Oui, la remarque, pardon. Mais après, ouais. Je pense qu'on peut aussi se découvrir en tant que couple quand on travaille ensemble. Est-ce que en bien en bien ou mal, façon de parler. Mais, Bah, ça reste toujours plus de temps à partager ensemble et plus d'expériences à vivre, donc forcément que oui. Une autre question. Avez-vous une vraie frontière entre boulot et vie privée? Comme par exemple, pas parler de boulot à table. Comment t'as rigolé? Ça veut dire que c'est rigolo. Alors moi, j'ai un truc à dire. Ça fait bien 2 ans et quelques qu'on travaille ensemble, et moi j'ai une règle. J'ai une règle que j'ai brisée très peu de fois, pour des cas exceptionnels par rapport à ma rigueur. Mais c'est que je me dis que je ne réponds pas, ou je n'envoie plus de mails à partir de 18h, 18h30. C'est une règle. Je peux pas, sinon c'est lié à des débordements. Et je me souviens à plusieurs reprises, pas te voir envoyer des mails, mais te voir bosser à genre, je sais plus, 20h, 21h, je te voyais sur des trucs clients ou sur des trucs pour Kinoko, et je me disais, mais pourquoi tu travailles super tard à faire ces trucs-là? C'est fini, quoi. Faut vraiment que tu te reposes. Tu verras ça demain, quoi. Et toi, tu me disais, oui, mais non, parce que faut que je le fasse maintenant. Après, j'aurai pas le temps. Vraiment. Et je me disais, mais c'est pas possible. Faut que t'arrêtes de faire ça. Donc, non, mais après, en tant qu'indépendante, c'est aussi l'idée de pouvoir gérer son temps comme tu le souhaites. Donc, bah là, tu le gères comme tu le souhaites, de façon fiouf. Elle est débordante. Hein. Bah, en fait, si tu veux, c'est comme choisir En fait, si tu veux, moi, ce parti qui est censé être du temps libre, tu peux le gérer comme tu veux. Tu peux le gérer en regardant une série Netflix ou en grignotant encore un peu sur ton temps de travail. On n'a pas du tout la même vision de la répartition du temps. Parce que Rémi parle de temps libre, mais moi, j'ai pas du tout cette vision-là. Pour moi, du temps libre, c'est pas du temps de travail. Oui, je suis d'accord. Mais si t'as pas envie de faire autre chose. Après, si tu veux, moi, je suis clairement pas comment on appelle ça, un forcené de travail. Enfin,
le travail n'est pas ma priorité dans ma vie. Donc je sais que je suis pas du genre à faire des débordements au point que H24, 7 jours sur 7, je vais bosser. Donc si une fois dans la semaine, je vais bosser un peu plus tard le soir, j'ai confiance en moi, j'ai conscience que je suis quelqu'un qui ne va pas partir dans les extrêmes Ouais, je sais. et avoir une obsession pour le boulot, si tu veux. Donc je m'inquiète pas à ce niveau-là et je pense que j'ai confiance en toi pour avoir confiance en moi à ce niveau-là. Ça fait beaucoup de mots confiance. Mais la réponse est oui. Voilà. Donc ça voilà, ça me dérange pas trop. Après, par rapport à la question des frontières, genre est-ce qu'on ne parle pas de boulot à table, en fait, jusqu'à maintenant, ça nous posait pas, on ressentait pas le besoin, je pense. Enfin, je parle pour moi, bien sûr. Je te confirme ou pas, vas-y. Hein. Mais je parle, je donne mon avis. Enfin bref, oui, tu me confirmeras ou pas. On verra. Donc, ça va être intéressant. J'avais l'impression que jusqu'à maintenant, on n'avait pas besoin de mettre des frontières comme ça, parce que, en fait, notre travail, comme on l'a dit il y a quelques minutes, ça fait partie de nos projets de vie. C'est pas juste, on considère pas comme juste un moyen de gagner notre pain, quoi. Enfin, c'est un travail qu'on construit pour aussi répondre à des valeurs qu'on a envie de développer chez nous. Enfin, oui, c'est ça. C'est un ensemble de choses. C'est vrai. Donc, si à un moment donné, on a envie de parler de projets qu'on souhaiterait mettre en place ou de nouvelles idées qu'on aurait pour développer le boulot et que bah, ça arrive au moment où on est à table et qu'on a envie de partager ces idées-là à ce moment-là, on va pas s'en empêcher parce que on se dit ah ben on est en train de manger, il faudrait plutôt qu'on parle du beau temps ou de trucs. Faut surtout pas parler de travail. On n'a pas du tout. Ou de trucs perso. Ouais. Mais en fait, on ressent pas. Enfin, personnellement, j'ai pas l'impression que ça empiète sur notre vie ou que ce soit négatif ou. J'ai pas cette impression-là, donc pour l'instant non. Maintenant, bien sûr, comme on va avoir une enfant. Une enfant. Est-ce que ça va remettre en question tout ça, surtout arrivé au moment où elle sera capable de parler et d'avoir des discussions. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, quand on mangera tous ensemble, on évitera de parler de boulot avec les gosses parce que on a d'autres priorités et forcément, il faut aussi pouvoir partager des moments avec ses enfants et des moments riches et pas des trucs superficiels. Donc et je pense que les moments du repas, c'est vraiment, ça fait partie de ces moments où on est réunis tous ensemble et où on peut partager un truc ensemble. Et le travail, bah, ce sera quelque chose qu'on partagera que tous les deux, quoi, pas avec nos enfants. A priori, on va pas on va pas s'en servir pas dans comme mon petite main. Non. Donc je pense que pas tout de suite, peut-être après. Je pense que ça remettra en question ce fonctionnement qu'on avait et que effectivement, pendant les moments du repas avec nos enfants. Enfin, avec notre enfant pour l'instant. Alors, Rémi dit nos enfants parce que je suis déjà programmée apparemment pour en avoir un deuxième. J'ai même pas accouché. On verra ce que nous réserve la vie. Ouais. Mais pas de commentaires. Dans ces moments de partage avec notre enfant, oui, je pense qu'on mettra la frontière et on parlera pas de travail avec elle parce qu'on voudra parler de choses qui l'intéressent aussi, quoi. Voilà. On a beaucoup parlé repas. Ouais, on a parlé bouffe. Là, ça me donnait faim. Moi, je vais juste faire un petit parallèle avec mon enfance et ma vie perso, parce que mes parents étaient tous les deux chefs d'entreprise et j'ai on parlait de repas, mais c'était aussi dans d'autres cas de figure. Hein. C'était dans la voiture, c'était dans diverses conversations, et j'ai beaucoup de souvenirs que surtout mon père, hein, évidemment, parlait beaucoup de travail tout le temps, même quand il était avec nous. Avec ma mère, ou voilà, quand il avait des problèmes, ou quand il emmenait son travail avec lui. Et c'est vrai que, au bout d'un moment, en fait, on sent cette distance qui s'installe parce que nous, on n'est pas dans ce quotidien. Puis on a peut-être aussi envie de parler d'autres choses. Donc en tant qu'enfant ou adolescente, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'a vite saoulée. Et que j'ai senti que c'était quelque chose que
voilà, j'appréciais pas forcément parce que j'avais l'impression qu'on était un peu mis de côté. Déjà, on comprenait pas toutes les conversations. C'était pas vraiment de ça qu'on avait envie de parler. Donc je sais que moi aujourd'hui c'est pas quelque chose, en tout cas avec notre fille, qu'on aura envie de mettre en place parce que certes on cachera pas nos émotions, nos joies, nos frustrations vis-à-vis du travail parce que c'est la réalité. On sera pas dans le secret à ne pas du tout parler de ça, mais je pense pas que dans les moments où on est ensemble, ce soit le sujet de conversation principal ou que ça vienne empiéter sur le reste. Parce que j'ai pas du tout cette vision-là de par mon histoire et aussi par rapport à ce qu'on veut faire en tant que parents et en tant que famille. Donc ça c'est sûr, c'est un peu la seule frontière que je pense qu'on va mettre un peu nette depuis un long moment parce que je suis assez d'accord avec toi. Jusque là, on n'a jamais eu trop à devoir en mettre. Si moi j'en mets quand même un peu à l'image de ces 18h ou 18h30 que je réponds plus aux mails. Surtout quand j'ai des journées de merde. Et que j'ai des clients qui me saoulent ou des trucs qui me saoulent par rapport au boulot, j'ai tendance à emmagasiner de la frustration dans la journée. Et avant, j'avais tendance à t'en parler le soir et à te dire oh ça m'a saoulé, et j'avais l'impression que ça nourrissait un peu ce sentiment négatif et que j'allais dormir avec et que le lendemain je me réveillais avec tout ça. Et maintenant j'essaye justement de faire la part des choses et de me dire ok hop, j'ai pas envie de parler de ça avec Rémi ou j'ai pas envie que ça vienne empiéter sur le fait quand tu travaillais à mi-temps et que tu revenais et qu'on parlait d'autres choses, tu vois. J'avais envie qu'on parle de nos journées mais d'une autre manière et puis d'autres choses. Là maintenant justement ce que je fais c'est que c'est une frontière on va dire émotionnelle. Dès qu'il y a un truc relou qui m'arrive, certes je vais peut-être en parler à quelqu'un où je vais déverser ça va vraiment me saouler toute l'après-midi. Mais le soir le soir et le matin, je vais pas être là à ruminer et à te raconter. Franchement, il m'a saoulé, je vais recommencer à faire ça me saoule et tout. J'essaye de mettre ça à côté parce que ça gâche le reste de la journée, ça gâche la vie perso et je trouve ça dommage. Après, c'est vrai que parler du boulot tout le temps, c'est pas trop j'ai pas l'impression que ce soit trop dans ma nature, mais en même temps, faut quand même être réaliste quand on travaille ensemble. Au bout d'un moment, comme tu dis, on parle on parle de nos projets, on parle d'idées, on parle de choses, mais j'ai pas l'impression que ça vient comme un déséquilibre par rapport au reste. Enfin, je le ressens pas comme ça. Non, parce que effectivement, si à un moment donné on venait à ressentir qu'on parle plus que de ça et que on n'a plus d'autres, on n'a plus d'autres sujets de conversation. Ouais. Là, effectivement, ça va se poser des questions, mais ça n'a jamais été le cas. On parle toujours de plein de choses différentes et le boulot, ça en fait partie de toutes ces choses-là, mais c'est pas. J'ai même pas l'impression qu'il y ait de grosses différences en termes de proportions, genre majoritairement ce serait le travail et puis après à côté on aurait des petits sujets de conversation en parallèle, mais j'ai plutôt l'impression que c'est équilibré et qu'on parle vraiment de tout quand on en a envie. Et maintenant je pense qu'avec les enfants faudra plus cloisonner, mais voilà. Et en tant qu'individu, le fait que personnellement j'ai eu des parents comme ça où tout tournait, enfin surtout mon père, tout tournait autour de son boulot, je pense que ça te fait un point de comparaison. Qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs, hein, je pense que ça vient te faire un peu un petit warning, tu sais, genre ça fait remonter des émotions et tu te dis ah ouais, ça c'était pas agréable, je vais pas reproduire ça. Enfin moi c'est ce que je Après c'est dangereux aussi de voir les choses comme ça parce que ça pas peut vite devenir je suis pas un objectif à atteindre toujours de je ne veux pas faire comme mes parents ou je veux faire comme eux. Et parfois, ça fait tout le contraire, donc... Ceci sera abordé dans un podcast peut-être prochain, n'est-ce pas? Faut pas trop se focaliser sur... Enfin, de toute façon, se focaliser tout court sur comment je veux être le parent parfait, c'est... Je pense pas que ce soit... Non. Ou la personne idéale. Forcément super positif. Ouais. Non, je parle vraiment en tant qu'individu qui a ressenti qu'elle a pas apprécié, tu vois, que des gens parlent tout le temps de boulot. Enfin, qu'il y a que ça qui compte dans ta vie. Moi, c'est pas du tout ce que je veux, donc du coup, c'est assez formateur. Je sais pas si on a répondu à la question. Tu penses qu'on a répondu à la question? Oui. À chaque fois, j'ai peur de pas répondre à la question.
Autre question, qui fait quoi? Les tâches sont-elles bien définies? Et là, j'ai envie de rigoler. Ça dépend. Ça dépend des périodes. En fait, on répond aux questions genre, ça dépend, je ne sais pas. Il y a des périodes où c'est très défini. Et il y a des périodes où c'est pas trop. Comme maintenant. Oui, plus ou moins d'ailleurs maintenant. En fait, la réponse, c'est mon rôle de définir. C'est mon rôle d'organiser. C'est mon rôle d'attribuer les tâches et les objectifs. Et quand, en tant qu'indépendante et chef d'entreprise, c'est pas que tu es défaillant, mais justement, la vie perso, la vie professionnelle, il y a des trucs qui se passent pas comme t'avais prévu, ou alors t'es plus dans le quotidien que dans l'anticipation et t'as tout qui part en live. Ça se répercute sur la personne qui travaille avec toi et je suis ravie d'ailleurs de voir que Rémi, en tout cas toi t'as eu des lignes directrices, t'as eu des trucs qui durent dans le temps et ça a été défini il y a plusieurs mois et en fait j'ai pas besoin de faire entre guillemets des rappels ou des points. Heureusement pour moi, tu suis le truc et tu continues en fait. T'es un peu comment on dit déjà, mon point de repère, la constante en fait. Il y a une constance avec toi et du coup c'est très rassurant. Après comment dire, j'avais pour objectif de bien redéfinir tout ça pour les 6 prochains mois. Malheureusement, là, on est encore dans cette définition après du jour aussi, le jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai dit au début, ça dépend des périodes. En fait, ces derniers temps, ça a été hyper fluctuant, quoi, parce que on a une longue période sur un an où là, vraiment, c'était bien carré. Après, j'ai dû repartir en mi-temps. Et donc, forcément, j'avais beaucoup moins de temps à allouer à l'entreprise, mais quand même à mi-temps, quoi. Donc, il a fallu redéfinir les tâches que je pouvais faire. Et ensuite, il y a eu la grossesse qui a fait des hauts et des bas. Et en fait, tu seras toujours. En fait, c'est vraiment toujours tout le temps une une fluctuation, quoi. T'es tout le temps en mi-temps parce que ton statut t'autorise uniquement ça. Et de toute façon, ça peut pas être plus parce que de toute manière, là, tu vois, dans ce que je vois, tu seras encore dans ton mi-temps de travail à côté, et après tu vas remplacer ce mi-temps de travail par un mi-temps de parent. Oui. Donc en fait, c'est là où il faut réussir à quantifier la dose de travail et les tâches possibles. Et c'est chaud. Enfin, moi, je trouve ça super chaud. Parce que même moi, en fait, j'ai du mal à me projeter, comme je le disais, 3-4 mois, c'est dur. Mais ouais. Surtout quand on a des ambitions, qu'on a envie de faire certaines tâches. Je suis quelqu'un de très organisé. Et pourtant, là, c'est la désorganisation la plus totale. Mais tu as raison, hein, il y a eu une bonne année où c'était super carré, il y avait un rythme. Il y avait aussi, il faut savoir que les tâches et l'organisation sont conditionnées autant par les missions que vous faites, par les services que vous proposez, mais d'autant plus par les clients que vous avez. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter quand on a moins de clients, ce qui a été le cas pour nous là, c'est depuis la fin de l'année dernière jusqu'à maintenant. Enfin, maintenant ça va mieux, mais c'est, on va dire, les 4-5 premiers mois de l'année. Et du coup, ça joue beaucoup sur l'attribution du temps de travail parce que, en plus de la vie perso, ma grossesse, il y a aussi tout ce côté où toi t'étais à mi-temps, et puis tout ce côté où du coup on a moins de clients, donc faut aussi allouer ce travail à d'autres choses qu'on n'a pas forcément faites avant. Enfin, c'est une adaptation de tous les instants, et si déjà soi-même on est un peu paumé ou on sait pas trop où on va, comment on fait pour allouer des tâches ou un cadre à quelqu'un d'autre? C'est un peu dur. Mais on a des tâches bien définies dans le sens où, par exemple, il y a des choses que Rémi peut gérer, mais pas forcément en totalité. C'est par exemple l'administratif. Moi, j'ai un suivi des dossiers super précis sur la TVA, sur des choses comme ça. Maintenant, Rémi, il est briefé sur toutes les grandes lignes, sur les choses courantes, parce qu'il doit les gérer de toute façon jusqu'à ce que je recommence. Mais par exemple, il y a des clients où je suis plus en relation avec eux. Rémi, ce sera avec d'autres. La facturation, les devis, en général, c'est moi qui les fais. Lui, il fait plus les choses courantes de facturation et
d'administration de notes de frais. Voilà, il y a des choses où par exemple c'est à moi de le faire et de plus être décisionnaire, mais ça veut pas dire que derrière voilà, toi moi je t'appelle mon chef de projet. Mais je pense que c'est plus mon comment on peut dire, c'est mon j'arrive pas à trouver de titre. C'est dur hein. Ouais. T'es mon directeur artistique. Je suis ton esclave. Mais non. T'es un peu de tout. On va dire ça. Je sais pas comment dire. Je suis la rustine. Tu es la pour mettre les rustines partout. C'est exactement ça. Je viens colmater les trous. Quand c'est la merde. Hop, attends, j'arrive. C'est un peu ça d'ailleurs. Du coup, pour savoir qui fait quoi, ça est un peu difficile, mais est-ce que tu peux définir un peu les missions que t'as ou pas? Tu Non. fais tout, t'es la rustine. Oui. Rémi, il gère le relation client. Je fais tout. En fait, je fais tout ce dont t'as besoin. C'est tout. Rémi, il est là pour moi dans ma vie perso et dans la vie pro. Ben non, mais je fais de la relation client, je fais de la création de visuel, de la création de contenu, de la promotion, du montage, des réseaux sociaux, de la community conception management aussi. D'outils, de l'administratif, du brainstorming. Je suis en mode agence. Oui. Mais en fait, on a deux profils très comment on dit déjà versatiles. On est multifonction. Donc et d'ailleurs ça c'est ce que j'apprécie avec Rémi, c'est que je sais qu'il y a des trucs où tu sauras pas faire. Enfin, j'ai pas Dieu non plus. C'est sûr quoi. Non mais même dans nos métiers, puis il y a des choses que moi je sais mieux faire, ce qui est logique et sur lequel j'ai plus d'expertise. Mais ce que je disais souvent, c'est que même s'il y a des choses où t'as pas autant d'expérience et de compétences que moi et ce qui est normal sur certains sujets, t'as toujours une façon d'aborder différemment les choses et de voir les choses, notamment dans la relation client ou la façon de présenter ou de créer, que c'est vraiment agréable parce que du coup, ça me permet de prendre du recul et d'avoir une deuxième option, un deuxième avis, un deuxième regard. Et des fois, il suffit de pas grand chose en fait pour faire en sorte que ça puisse débloquer une situation ou faire en sorte d'avancer. Et ça, c'est vraiment agréable. Et je pense que c'est valable avec une autre personne avec qui on peut travailler. Nous, on est en couple, mais je pense que ça peut marcher avec d'autres personnes. Donc voilà. Dernière question, et puis peut-être aussi, on pourra peut-être parler un peu plus largement de comment on gère la frontière pro et perso, si jamais t'as des choses à dire pour terminer. Comment on gère... C'est la dernière question? Ouais, il y en avait 6. Comment gérez-vous les coups de stress? Fait 6 questions. Bah ouais, quasiment. La dernière, elle est là. Okay. Merci. Comment gérez-vous les coups de stress? Les coups de stress? Ouais, avec... Genre, il faut que je termine mon produit le 10 mai. Tais-toi. Ah mais non. Faut que je termine mon produit le 10 mai, on fait comment? Ouais. C'était ça le coup de stress. Bah il y a ça, ou alors oh là là, les clients nous ont pas payé, on fait comment? Ou oh là là, on a plus de clients, on fait comment? En général, tu pleures. Attends, tu parles de moi ou tu parles de toi là? De toi? Non, mais parle de toi. Tu pleures, je te fais un câlin, je te dis tout va bien se passer. Regarde, on va faire ça. Et puis voilà. Non, mais... Et on le fait. Et après, ça va mieux. Non mais pourquoi j'ai une entreprise? Là, on est en train de tout se dire. En fait, Rémi, c'est le sauveur. Il est là pour faire multitâche. Il relativise et puis en plus, il console. C'est une peluche. Je suis un doudou. Bah, moi, je gère mieux, mais j'ai mal géré les coups de stress. Mais moi, en gros, comment je gère les coups de stress? Alors, dans le, on va dire, dans le cadre de la question concilier pro et perso, en général, j'ai tendance à, on va dire, max 2 jours, mais je crois que ça m'est pas vraiment arrivé, c'est plus en une journée. Ça va être gros contre-coup, genre c'est la fin du monde pendant une journée, grand max, où je vais me dire, oh là là, qu'est-ce que je fais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin et tout. Enfin, en tout cas, à l'intérieur, je ressens pas ça comme ça. Mais à l'extérieur de ce qu'on m'a dit, quand j'exprime
ce désarroi, ce stress et ces choses qui peuvent arriver, ça fait comme si c'était la fin du monde. Et on me l'a dit plusieurs fois. Tout le monde te le dit. Hein. Ouais, tout le monde me le dit. Tout le monde me dit, mais quand on te voit, on a envie de t'aider et de trouver des solutions parce qu'on a l'impression que c'est la fin du monde. Et en fait, à chaque fois, j'explique que non, c'est pas, pour moi, c'est pas la fin du monde, mais j'ai tellement besoin d'extérioriser, de relâcher toute cette pression que ça peut apparaître comme ça, mais à l'intérieur, en fait, je suis déjà dans une phase de réflexion pour essayer de trouver des solutions. Et ça va de plus en plus vite, plus je suis confrontée à ce genre de situation. Et Rémi, il est habitué, je pense, mais il y a quand même des moments où, et pourtant ça fait longtemps qu'on est ensemble, il y a quand même des moments où je pense que t'as du mal à discerner la gravité du truc, peut-être. Et tu te dis, non, j'ai l'impression que des fois ça arrive. Non, je fais de mon mieux, puis après on voit ce qui... Ah non, maintenant tu relativises un max, c'est la boîte. Non, mais à chaque fois, j'essaie de te consoler comme je peux et te dire qu'il y a toujours des solutions et voilà. Souvent, dans le stress, c'est moi qui stresse. C'est Rémi qui fait tampon. Donc on n'a jamais eu trop la situation inverse en fait. En général. Ou alors si t'as des inquiétudes, c'est des trucs pour moi qui sont dérisoires et en fait je suis là, oh mais non, c'est bon. Non, moi les coups de stress que je pourrais avoir, ce serait plus des épuisements moraux ou physiques, où genre je serais là, j'en peux plus quoi. J'en ai marre. Mais souvent ça vient pas de notre boulot d'entreprise, ça vient plus de l'extérieur. Et ouais, c'est souvent des fois la vie perso qui vient stresser, qui vient se rajouter sur un petit stress inconstant de vie pro. Et ça c'est plus dur à gérer. Hein. Enfin personnellement, j'ai plus de mal à le gérer, encore plus depuis que je suis enceinte. Et je pense que ce sera pas mieux quand j'aurai accouché parce qu'il y aura un être vivant à s'occuper. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je trouve que ça pèse plus longtemps les stress liés à la vie perso sur ta vie de tous les jours et ton travail que l'inverse. Enfin, en tout cas, pour moi, ça se confirme jusque-là. Mais après, on est... Je sais pas si on peut dire ça, je trouve que ça fait prétentieux. Je sais pas si on a un cas particulier, je pense pas. Mais c'est vrai que en général, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des questions sur les tensions, etc., on entend plus des choses négatives ou des parcours du combattant ou des trucs où il faut tout le temps faire des efforts incroyables pour entretenir une vie perso, une vie pro quand on est indépendant, encore plus quand on est en couple. Mais j'ai pas ce sentiment-là avec nous au bout de 3 ans. Enfin, j'ai pas ce sentiment-là. Et ça fait un peu, on a la vie facile et on y arrive. Mais en même temps... Non, mais je pense que c'est juste notre façon de vivre le couple aussi. Il y a des gens qui ne voient pas leur relation de couple en vivant tout ensemble, tu vois. Il y a des gens, ils ont besoin Ah oui, c'est sûr. d'avoir, entre guillemets, une vie où ils sont seuls, donc ça peut être une vie de travail, ou enfin comme la plupart des gens, je veux dire la majorité des gens travaillent pas en couple, quoi, donc ils ont cette partie de la journée où ils sont seuls, et ensuite ils partagent d'autres choses avec la personne qu'ils aiment, mais je pense que depuis le début, nous on a tendance à vouloir tout partager. C'est pas non plus fusionnel parce que toi t'es quand même quelqu'un de très indépendante et t'as besoin de retrouver une certaine solitude parfois. Parfois, souvent. Mais... Qu'est-ce que ça va être après là ? Mais on a quand même ce côté à vouloir tout partager et à vouloir tout vivre ensemble. Oui. Donc travailler ensemble, ça nous a semblé une suite logique, je pense, et ça s'est fait naturellement. Et voilà. Même si au début t'as eu l'impression que je te mettais le couteau sous la gorge. Alors que j'avais pas l'impression de te forcer, enfin, je sais pas. Mais j'avais pas l'impression d'être insistant. Pour travailler avec toi ? Oui. Moi, ça m'a... En fait... Je pense que t'avais un a priori, à cause de ce que t'avais vécu avec tes parents, par exemple. Ouais, mais pas que. Il y avait aussi ce côté où... Et d'ailleurs, ça m'a longtemps resté, et encore maintenant, tu vois, je pense que... Même si par la force des choses, il faudrait recruter ou agrandir l'entreprise, ça, ce serait une sacrée étape pour moi. Parce que je sais que pour moi en tout cas, quand on a une entreprise,
le plus difficile à gérer, pour moi, c'est pas le côté financier, c'est pas le côté client, service et tout, c'est le côté humain. Et le côté humain, c'est aussi le côté avec les gens avec qui tu travailles. Et j'ai vraiment du mal à me projeter comme quelqu'un qui doit gérer une équipe, alors que pourtant j'ai vu par le passé que c'est quelque chose qui, en dehors d'une entreprise, j'arrivais à faire dans des travaux d'équipe ou des choses comme ça. Et même on m'a même dit que ça me correspondait bien. Mais moi, j'ai toujours imaginé travailler seule en étant indépendante. Et quand tu m'as dit que tu voulais absolument travailler avec moi, pas dit. Si t'étais là, je t'ai pas dit, je veux absolument travailler avec toi. Non, mais c'est vraiment le truc. Tu t'es dit, mais non, mais tu verras, ça va bien se passer. T'étais en train de m'acheter là. Non. Bah oui, non mais forcément que tu disais des points positifs. Non, mais c'est pas ça. C'est que je voyais que c'est pas que tu ne t'en sortirais pas toute seule. C'est pas ça, mais je voyais que tu avais une énorme charge de travail à toi toute seule et que sur le long terme, ce serait pas tenable parce que n'importe quel être humain ne pourrait pas. Et c'est la réalité. Autant tout seul, voilà. Et c'est la réalité parce que d'ailleurs, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans un podcast, mais il va falloir si je crois dans la différence entre freelance et entrepreneur. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête et moi, je l'ai vite atteinte. C'est que on peut parler de plafond de verre, mais quand on est seul et qu'on travaille dans des métiers de service, à un moment donné, on peut pas aller au-delà d'un certain seuil. Parce que dans le format qu'on a, c'est-à-dire vendre un service à une personne, c'est-à-dire échanger son temps pour de l'argent, parce que le temps est limité et qu'au bout d'un moment, on peut plus quoi. Ou alors on peut, mais alors on met sa santé en danger et tout le reste. Et moi, j'ai vécu ça. Au bout d'un an, j'étais déjà au bout quoi. Et Rémi, toi, t'as vu ça? Et je pense que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais c'est surtout que je voyais que certes, t'avais plein de boulot et t'étais content d'avoir plein de boulot, mais je voyais aussi que t'avais une frustration parce que tu pouvais pas faire tout ce que tu voulais exactement. Ouais. Enfin voilà, je ressentais vraiment que tu avais une frustration et moi je voulais t'épauler pour que tu sois moins frustré, que tu aies plus de temps disponible pour autre chose. Donc là vous imaginez Rémi, important pour moi. C'est un ange dans le ciel. Il est tellement c'est le sauveur. Regardez-le. À chaque fois quand tu dis des choses comme ça, je te trouve tellement idéal, tu vois, comme mec sur plein d'aspects. Je me dis, la vérité est tout autre. Non, moi je me dis, on va venir te voler, tu sais, genre c'est mon précieux, ne le prenez pas. Mais oui, non, tout à fait. Et en fait, oui, on est en train de, comment tu dis déjà, digresser. Oui. Diverger. Ouais, je voulais pas en fait. C'est pas que je voulais pas travailler avec toi, c'est que je voulais pas non plus aussi gâcher notre relation. J'avais quand même cette appréhension parce que quand on n'a jamais essayé, on sait pas ce que ça peut donner. Et oui, effectivement, j'avais pas forcément des super exemples auparavant. Du coup, ça faisait que renforcer mes idées préconçues sur la relation couple-travail. Mais après, finalement, je suis contente d'avoir tort. Et en fait, si c'est bien un truc important dans la question principale, comment concilier vie pro et perso, bon, il y a une grosse parenthèse coupe dans cet épisode, mais quand même, c'est de toujours être à l'écoute de soi-même et de l'autre. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que je dis tout le temps à Rémi, et c'est pour ça d'ailleurs que un de mes conseils, c'est peut-être de passer par certaines phases, pas forcément salarier quelqu'un directement, mais passer par du travail à mi-temps, peut-être de l'aide volontaire au départ, pour essayer en fait. Parce que le risque, pour moi, c'est d'emprisonner. Il n'y a jamais de prison dans les contrats, dans les rôles, etc. Mais de comment dire, de s'imaginer comment ça peut se passer. Et que finalement on soit déçu et qu'on se retrouve obligé par différentes obligations à rester parce que bon, c'est pour aider son conjoint, parce que c'est son travail et qu'on est là pour lui, qu'on va pas l'abandonner, alors qu'en fait on sent que c'est pas fait pour nous. Et ce que je disais souvent à Rémi, et ce que je dis encore d'ailleurs, c'est que c'est hyper important pour moi, peu importe en fait où on en est dans le stade de l'entreprise, même si ça doit passer par recruter ou prendre quelqu'un d'autre pour te remplacer, c'est que tu sois toujours heureux, ou du moins que t'aies vraiment envie de continuer de faire ce que tu fais aujourd'hui, parce que je veux pas être la personne qui t'oblige
à faire ce que t'aimes pas, parce que pour moi, le pire qui puisse arriver concernant le boulot, c'est de faire un truc qu'on déteste tous les jours, quoi. Ou un truc qui te pèse, ou un truc où tu te lèves le matin et tu te dis, oh non, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais parce que c'est mon mari, ou parce que c'est ma femme, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je dis régulièrement parce que je veux pas qu'il y ait de regrets ou de choses non dites, ou des accumulations de trucs en te disant, oui, bah moi, en fait, si je m'étais vraiment écoutée, il y a 10 ans, j'aurais fait autre chose. Bonjour le truc, ça te ruine et ta boîte et ta relation de couple 10 ans après. Enfin, je dis 10 ans, mais ça peut être plus tôt. Donc ça, c'est important pour moi, côté vie pro et vie perso. Donc je sais pas si pour l'instant, ça fait un peu double, ça fait un peu la question que je te repose encore aujourd'hui. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que t'aies pas envie de continuer ou de rester. Est-ce que je t'ai dit que je voulais partir? Non. Eh ben alors, voilà. Je suis en train de moitié éternuer, moitié rigoler. Non, mais c'est important de le demander, de pas attendre que ça vienne de soi, parce que des fois, on prend sur soi justement de. Donc c'est assez important pour moi. Oui. Et après, pour concilier vie pro et vie perso, parce que ça c'était l'une des grandes questions, mais c'est surtout la thématique de cet épisode. Pour récapituler, oui, en effet, organiser c'est bien, mais faut organiser les imprévus. Enfin, en gros, faut mettre les imprévus dans son organisation. Non mais si, moi il y a un truc que je dis aux personnes que j'accompagne en coaching business. Il faut faire une organisation souple. Non, je dis même pas ça. Je dis, il y a une personne que je suis. Enfin là, du coup, pour pas avant septembre les amis, hein, parce que pour l'instant je ne suis plus disponible. Je suis en pause, mais en tout cas, il y a des moments où j'explique que quand t'as des projets, c'est hyper important de se mettre un certain délai par rapport au deadline que tu as en termes de temps perdu ou d'imprévu. Donc que ce soit de la maladie, que ce soit comme là de la grossesse. C'est pas les organiser, c'est les anticiper. Ouais, les anticiper. Dans son organisation de travail, c'est ça que je voulais dire. Et ça c'est important parce que qui anticipe des temps morts? Enfin, qui a envie, qui a la Enfin, franchement, c'est complètement débile, d'ailleurs, de se dire ça. C'est d'anticiper un temps mort où on se dit, bah là, de toute façon, c'est foutu, j'ai perdu du temps. Ou là, je vais en perdre, en fait. Moi, ça me saoule, en fait, de me dire ça. De me dire, je vais perdre du temps, mais je le prévois quand même. Mais il faut pas se dire que tu prévois des temps qui servent à rien, c'est que tu prévois enfin, tu mets en sécurité le processus de création de ton projet, quoi. Oui, mais c'est pas comme si pas tu très naturel. D'airbag, tu vois. Ouais. Mais c'est pas très naturel, mais c'est important parce que d'autant plus quand vous travaillez pour des clients, quoi que je dirais pour tous, mais aussi, surtout pour des clients qui vous tannent avec des deadlines en vous disant il me faudra pour cette date-là, il me faudra pour cette date-là. En fait, peu importe la date où vous devez livrer, il faut prévoir ce temps-là parce que vous l'aurez dans la vue. Et si vous l'avez dans la vue, vous tiendrez pas vos engagements ou, et en général c'est plus ça, vous allez vous presser le citron et vous allez vous rendre mal. Et pour tous les projets, si c'est comme ça, c'est lourd. Donc ça, c'est aussi pour concilier vie pro et vie perso, parce que c'est un cas de figure à pu avoir de vie sociale, quoi, si on est tout le temps dans l'urgence. Donc, pour l'avoir vécu et dernièrement, malgré... Je veux pas comprendre, hein. Moi, il faut que je me tape dans les murs pour comprendre. Mais en tout cas, Rémi lève les yeux au ciel, vous avez pas l'image, mais moi, j'ai l'image en direct. Et c'est quelque chose qui s'apprend à la dure, en général, quand on n'applique pas ses propres conseils. Et moi, c'était exactement ça dernièrement. Donc, il faut vraiment pas hésiter à prendre ce temps-là. Et malheureusement, des fois, ça implique de revenir sur ce qu'on a dit. C'est très dur. Moi, je trouve que c'est la partie la plus dure. Donc, il faut savoir s'engager sur des choses réalistes, sans s'oublier, parce que je suis comme toi, Rémi, je suis pas une acharnée du travail. Je pense dans le sens où ma vie, c'est plus que mon travail. En fait, mon travail sert d'autre chose. C'est très important pour moi. Je le vois pas que comme un simple travail. Mais ce serait dommage, en fait, de se laisser bouffer par ça et d'oublier, en fait, pourquoi vous avez commencé ça. Peut-être que c'était pour être plus à l'aise financièrement ou alors avoir plus de liberté, gérer votre emploi du temps. Mais si c'est pour pas en profiter, ça sert à rien. Ça, c'était mon truc, concilier vie pro et vie perso. T'as un truc, toi Non. Manger des glaces. C'était très bien. J'ai fait le dernier conseil. Ouais. T'es sûr, t'as rien à rajouter? Non. Point final. Bon, bah du coup, on va rester là-dessus. Ça fera déjà un épisode assez long. Oui.
Bon bah si vous aimez les épisodes avec Rémi, comme d'habitude, je vous invite à me le faire savoir sur juliekinoko.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver. Et merci Rémi pour cet épisode spécial. On parle de nous, on parle de boulot, on parle de perso et tout ça dans un super cadre, super intéressant. Voilà, l'hôpital. Je vous dis à bientôt. Merci Rémi. Et puis à bientôt. Au revoir. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être Soi à découvrir ou à réécouter. Merci encore d'être là et d'avoir écouté cet épisode. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Être Soi. En attendant, prends soin de toi.